C'était un jour d'automne en Alsace, au Mont Saint-Odile. Il y a un peu plus de 4 ans. Nous marchions avec mon ami Jean-Jacques. En longeant le mur païen, vieux de plus de 2000 ans, Jean-Jacques me racontait les mystères autour de sa construction. Il s'arrêta et m'indiqua une clairière. Ce jour-là, j'ai découvert que mon ami était druide. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de partir à la rencontre des nouveaux druides. Je suis retourné voir Jean-Jacques. Il me fallait comprendre. Qui sont ces druides d'aujourd'hui? Quel lien ont-ils avec les druides de l'âge du fer? Druide, c'est un mot ancien qui voulait dire les très savants, hein, ça a été traduit comme ça, quoi. C'est une spiritualité qui est avant celle du christianisme et qui est une spiritualité occidentale. Les druides avaient une tradition orale et ils n'ont jamais écrit. Ce qu'on sait, c'est bien sûr les auteurs romains qui ont écrit sur les druides, donc c'est le vainqueur qui parlait du vaincu, et aussi des auteurs grecs. Et il y a quand même pas mal d'auteurs grecs qui étaient en admiration devant ces druides. C'est d'ailleurs les Grecs qui ont donné ce nom Keltoi, donc aux tribus celtiques. Mais bon, de ce druidisme ancien, à part ces écrits-là, il n'y a plus rien qui existe. Le druidisme actuel vient quand même du XVIIIe siècle, hein, le druidisme contemporain. Donc c'est un druidisme qui a été bâti de toutes pièces par des Anglais. Je lis, je me documente, je découvre. Le premier groupe de ce renouveau druidique, l'Ordre des Druides Anciens, a été créé en 1717 à Londres. Son créateur, le philosophe irlandais John Toland, s'est inspiré de la franc-maçonnerie pour structurer ce mouvement. Ici, la loge maçonnique devient clairière. John Toland est considéré comme le père du druidisme occidental moderne. Et c'est de cette époque et de ce mouvement que provient l'image répandue du druide telle qu'elle sera reprise dans Astérix et Obélix. Au tout début des années 80, ce qui me motivait, c'était mon travail. Les promotions, les trucs comme ça, quoi, l'avancée de la carrière professionnelle. Avant les années 80, ma lecture préférée, c'était SAS, c'est pour dire. Hein. Puis au niveau spirituel, j'étais croyant, mais sans pratique, sans rien, quoi. Ce qui a déclenché ma quête, c'est des livres sur le druidisme, et puis j'ai commencé à m'ouvrir totalement à une autre façon de voir les choses. Et puis cette connexion avec la nature, là, ça me plaît. Ça chantait quelque part en moi, quoi. Je dis toujours aux gens, hein, le principal, c'est que ça chante à notre âme. Après, tout vient tout seul, quoi. Nous marchons, nous parlons, j'écoute, j'apprends. Le druidisme est une philosophie qui promeut l'harmonie avec l'environnement. Le respect de l'homme et de la nature est au cœur des enseignements. En Angleterre, il est reconnu comme religion et compte plus de 20 000 initiés. En France, ils sont 1 millier. Un jour, je tombe sur un groupe qui s'appelle l'Obode, l'Ordre des Bardes, Ovates et Druides, qui est un groupe qui est basé en Angleterre. Et donc là, je décide de m'inscrire au cours de Barde. Et ça a été le début de l'aventure Obode, quoi, qui continue encore maintenant. Jean-Jacques a suivi le cursus complet. De barde, il est devenu ovate et enfin druide. Sa formation spirituelle a duré 5 années. Je décide de m'éloigner des Vosges et de partir à la rencontre d'autres druides.
En Bretagne, je fais la connaissance d'Annick, ancienne informaticienne, responsable de l'ordre des bardes, ovates et druides pour la France. C'est elle qui a accompagné et tutoré Jean-Jacques durant sa formation. Bien que née dans une famille catholique, je n'ai jamais vraiment accroché avec le monothéisme et les religions du livre. J'avais besoin de me relier à quelque chose de non matériel. J'avais besoin de me relier à une spiritualité. J'avais besoin d'être en accord et en harmonie avec le monde, voire l'univers. Et c'est ainsi que j'ai découvert le druidisme. Arbre vénérable, gardien de la source et des lieux sacrés, je te salue. Esprit du lieu, source sacrée. Esprit de la Vierge. Réminiscence de Dana, notre mère à tous. Esprit d'Isis. Toi l'égyptienne venue du sud. J'en appelle à votre protection, à votre chaleur, pour notre rite de purification. Je purifie ma bouche. Je purifie mon cœur. Que nous soyons purifiés par les eaux sacrées. Dans tous ces lieux, il y a un gardien. Une énergie qui garde, qui surveille. Et donc, si l'on veut que ce lieu s'offre à nous, il faut que nous, on demande l'autorisation de pouvoir y pénétrer. C'est un tumulus de l'âge de bronze. C'est un lieu funéraire et sacré. On a un respect pour ceux qui ont construit ce lieu. Après, on peut très bien traverser, au pas de course, là, on monte sur le tumulus, on descend. Bon, ben voilà, on a gravi une petite colline, hein. Ça s'arrête là. Si on veut que ce lieu s'offre à nous, il faut que nous demandions l'autorisation d'y aller, de communier avec lui. Et là, c'est très très différent que de gravir une petite colline. Esprit du lieu, esprit du tumulus et des ancêtres, je suis ici et maintenant, entre passé et avenir, avec la terre en dessous de moi et avec le ciel au-dessus de moi, avec l'esprit du vent dans les arbres et avec les arbres tout autour de moi. Mon voyage m'amène en Bourgogne, où je rencontre Philippe. Jeune homme, il recherchait un lien avec le sacré, le divin. Chaque fois que je me suis approché d'un système et que ce système
disait oui, mais si tu fais pas ça, t'iras pas au paradis, ou tu atteindras pas la sagesse, ou je me disais, ah, bon, il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans. J'ai toujours compris au fond de moi que si la vie nous permet de vivre, c'est pas pour nous le reprocher après. En dehors d'Astérix et Obélix, mais je n'avais absolument aucune idée que le druidisme pouvait encore exister de nos jours. Et puis, je vais faire mes courses. Et là, je ne sais pas pourquoi, mon regard s'accroche à un livre où je vois marqué « La force des Celtes ». Je me dis, j'ai trouvé mon outil. Philippe est fasciné par cet ouvrage qui lui ouvre les portes du druidisme contemporain. Dans la foulée, il part vers un grand rassemblement druidique en Angleterre. C'était en 1998. Je pense pouvoir dire, même encore aujourd'hui, que ça a été les 10 plus beaux jours de ma vie. C'était vraiment une connexion forte, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris que cet outil allait faire partie de toute ma vie. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. En tout cas, c'est pas quelque chose qui s'arrête, puis on dit, bah tiens, allez, hop, la semaine prochaine, je m'attaque à autre chose. C'est parce que c'est un outil qu'on peut utiliser à toutes les sauces, quelque part. Et du coup, sans culpabilité, sans obligation, sans... Il n'y a pas de texte qui nous oblige à ou qui ne nous oblige pas à. C'est vraiment comme un outil. On le prend, on travaille avec. Tant qu'on travaille, ben, ça on obtient. On n'a plus le temps pour X raisons, on le met de côté, ça s'arrête, mais ça reprend. Et c'est ce qui fait la magie de cet outil-là. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui nous plaît là-dedans, quoi. Je travaille avec le vin, donc il y a mon énergie, une partie de mon énergie qui est dedans. Et du coup, je parle un peu à mes cuves comme à des enfants, et alors des fois je les flatte, je leur dis « Ah, c'est bien, aujourd'hui vous avez bien travaillé, je suis content de vous, enfin, voilà, les fermentations, ça avance. » Puis au fur et à mesure que j'avance dans la cave, je les entends glouglouter, ploup, 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 ploup. Puis des fois c'est l'inverse, je suis pas très content parce que ça va pas comme je voudrais, alors je leur dis « Ah, ça va pas », alors des fois je sens, le glouglou est pas le même. Ils appellent ça maintenant en langage moderne la synchronicité, mais la synchronicité, c'est simplement être conscient que l'univers nous parle, et d'être conscient et de capter en fait ce langage-là à travers ce qu'on vit chaque jour. À la Pierre d'Appel, dans les Vosges, sur les hauteurs de Clairefontaine, les premières traces des peuplades celtiques remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est là que Jean-Jacques m'a donné un mystérieux rendez-vous. Les Celtes étaient des gens qui étaient proches de la nature, tout comme leurs prédécesseurs, tout comme les Germains, les autres tribus, parce que c'était des agriculteurs. Donc ils étaient forcément très très proches de la nature et donc au contact avec les forces de la nature aussi. Moi j'ai une baguette que je croise. Quand elle s'ouvre, c'est une porte. C'est un endroit de passage.
C'est vraiment une rencontre, hein, toujours entre la terre et le ciel, entre la terre-mère, donc la déesse mère, et puis le cosmos, le Dieu Père. Et tout le druidisme est là, tout l'humain est là, c'est d'être parfaitement en harmonie entre le sol et le ciel. Alors il y a des lieux qui favorisent cet échange, des lieux comme la Pierre d'Appel, des lieux où ont été bâties des cathédrales, des églises anciennes. Généralement, avant ces églises-là, il y avait un dolmen, il y avait un menhir, et voilà. La première fois que je suis allée au camp d'Artus, j'ai eu la sensation que ce camp s'animait comme s'il vivait encore. Un village heureux. C'était vraiment un oppidum assez gigantesque, mais c'était aussi et surtout un lieu de vie, de spiritualité, puisque à l'époque gauloise, la spiritualité était intimement liée à la vie. Et vraiment, dans cet endroit paisible, je retrouve une vie paisible d'enfants qui jouent. Lorsque je vais à la rencontre de la nature, de ces lieux absolument magnifiques, là, forcément, je prends le temps puisque je rentre dans un autre monde qui n'a plus de temps. Le temps s'arrête. Nous autres druides, on dit que notre livre à nous, c'est le grand livre de la nature. Il nous permet de rallumer la petite flamme du druide que l'on a à l'intérieur de nous. Pour pouvoir se mettre à la disposition des autres, pour pouvoir guider et accompagner les autres, il faut avoir allumé cette petite flamme du druide. C'est un travail intérieur, ce que j'appelle descendre dans le chaudron, descendre dans notre propre chaudron. Ce travail intérieur nous permet la métamorphose et la transformation. Ça m'a guéri. Certaines blessures ont été guéries par ce contact avec la nature.
J'accompagne Jean-Jacques, Annick et Philippe dans leur chemin initiatique. Un parcours dans la solitude, à la recherche d'un lien sacré avec les éléments. Là, au plus proche de la nature. Alors on a toujours des arbres qui nous sont comme des arbres frères. L'enveloppe éthérique de l'arbre qui est autour de nous et qui se lie avec la nôtre. Il y a ce transfert subtil d'énergie entre les deux êtres. C'est vraiment comme une méditation. On laisse faire les choses et puis on se sent bien, quoi. Les arbres, quand je les rencontre, je vais les voir individuellement. Je sais qu'ils ont tous une personnalité très différente. Je sais qu'ils ont tous quelque chose à me dire. Ce sont des amis que je vais voir. Ils me racontent la terre, les dieux. Moi, je leur donne tout mon amour. Jean-Jacques, en tant que druide, a le devoir de transmettre ses connaissances druidiques et de partager son expérience personnelle. Il est tuteur d'une vingtaine de bardes et d'ovates. Il organise leurs apprentissages et valide leur passage au niveau supérieur. Bardes, ovates et druides. Si ma façon d'être, ma façon de voir les choses, ma façon de transmettre peut aider quelqu'un et en disant moi j'aimerais bien faire la même chose que toi, vas-y. Pierre vient d'être druide il y a quelques mois. C'est un très jeune druide. C'est sa première cérémonie quasiment officielle. Ô dieux et déesses, ô forces de l'univers. Quand on est dans un rituel, on est complètement dedans, quoi. On ne peut pas penser à autre chose que ce qu'on fait. Le plus important, je pense, pour un être humain, c'est d'être dans l'instant présent. C'est vraiment la maîtrise totale de soi, quoi. Accordez-nous, aux déités, votre protection. Et avec votre protection, la force. Et avec la force, la compréhension. Et avec la compréhension, le savoir. Cette consciousness, là, comme disent les Américains, donc c'est d'être dans la conscience du moment présent, quoi. Alors un rituel, ça peut être aussi être franchement dans une conscience de ce moment présent, quoi. L'amour des dieux et des déesses, de l'innommable, de l'innommable. Autrefois, pour célébrer les changements de saison, les Celtes organisaient des fêtes 4 fois dans l'année. Imbolc le 2 février, Beltane le 1er mai, Lugnasad le 1er août et Samhain le 1er novembre. Les nouveaux druides ont incorporé plus tard les 4 fêtes d'équinoxe et de solstice. Annick,
Et les membres de sa clairière, l'étoile de Rodou, m'ont invité à participer à la cérémonie de Samhain, qui célèbre le début de l'année nouvelle et les changements qui petit à petit s'opèrent dans chacun des membres du groupe. Alors que le cercle s'achève, les sortilèges du monde extérieur s'estompent. Nous sommes ici et maintenant, entre passé et avenir. C'est ici un lieu sacré. C'est désormais un temps sacré. Un druide aujourd'hui, ce n'est surtout pas, à mon humble avis, un grand guide que l'on respecte et non. Pour moi, c'est pas ça. Le druide, c'est le sanglier qui amène les marcassins à la glander sous les chênes. Voilà. La terre est froide, le ciel est noir. D'où l'espoir pourrait-il venir? La cérémonie porte en son sein la graine de lumière qui, au fil des jours et au fil des mois, va se développer pour nous apporter chaleur, lumière, croissance, et cela jusqu'au solstice d'été. Le guide nous porte les promesses du retour de la lumière. Je me suis beaucoup investie. Je voulais offrir aux autres ce que j'avais reçu. Nous promettons Nous promettons de nous tenir en paix, de nous tenir en paix, nous présenter avec amour, nous présenter avec amour, cœur contre cœur, joue contre joue. cœur contre cœur, joue contre joue. Regardez-nous, ô déités. Regardez-nous, ô déités. Entendez donc nos vœux sacrés Entendez donc nos vœux sacrés en cet instant renouvelé. en cet instant renouvelé. On célèbre ces moments de la vie, ces changements au cours de l'année qui sont importants. C'est pas seulement l'hiver, le printemps, enfin les saisons, c'est aussi toutes ces énergies qui remontent, ces fêtes de lustration, de nettoyage, ces fêtes où l'on remercie la nature pour les belles récoltes, les fêtes où on est plus proche des morts. Voilà. Donc en fait, l'année est rythmée selon un calendrier précis qui chaque année est le même, mais un tout petit peu quand même différent. Et ça paraît simple, mais c'est quand même magique. Je propose à Philippe de me guider vers des lieux forts qui ont marqué son cheminement druidique. Notre périple commence par la roche de Solutré. Plus je monte, plus je me rapproche du sommet, plus le vide se fait en moi et plus je m'ouvre sans chercher à comprendre ce qui se passe, juste être.
L'hiver est le moment où la nature se met en pause et en fait dans le sous-sol de la Terre elle redémarre. Nous, druides, on est vraiment très proche du rythme de la nature en fait. C'est un peu l'idée quand même, hein, c'est de se caler au rythme de la nature et de toujours trouver la plus grande complicité possible entre la nature et nous, quoi. Philippe me guide à 2 pas de Solutré, sur un autre lieu qui a jalonné son chemin spirituel, la montagne de la mère Boitier. Si je pouvais faire une analogie, je dirais que Solutré représente le solaire et la mère Boitier représente l'eau. C'est plus maternel, je dirais, plus féminin, plus calme. C'est tout aussi sacré, mais ça ne touche pas les mêmes parties de nous-mêmes. Je remercie l'esprit du lieu, l'esprit de la mer, l'esprit de Dana, déesse des sources. Que ce lieu soit sanctifié. Je fais la même demande à Annick, un lieu qui a marqué son parcours. Elle m'invite en Bretagne à prendre le bateau, direction l'île de Sein, une île située à l'ouest de la pointe du Raz. On a parfois cette sensation, dans un lieu, d'être à sa place, d'être là où on doit être. Le lieu est magique, le lieu est chargé de quelque chose. Il existait, à l'époque gauloise, 9 prêtresses sur cette île de Sein, qui étaient des femmes auxquelles on attribuait des pouvoirs sur la nature. Elles étaient guérisseuses, elles étaient médiums. Et elles vivaient donc en autarcie sur cette île. J'ai rêvé la vie des prêtresses de l'île de Sein.
Je me suis réveillée un matin, je l'avais rêvé. Et donc à partir de là, j'ai décidé d'écrire mon rêve. Et j'ai écrit ce livre. Regina se dirigea vers le dolmen, situé sur un îlot au sud de l'île, en compagnie de Brivana. Elle ne pouvait pas s'y rendre à heure fixe, car il n'était accessible qu'à marée basse. Regina porta un petit bol de lait de chèvre et un morceau de pain, et Brivana un petit chaudron avec des encens. Celle-ci fit le tour du dolmen avec les encens, confectionnés selon des recettes ancestrales, puis posa le chaudron sur le mégalithe. Elles entrèrent avec respect, après avoir demandé au gardien du lieu son autorisation, et s'assirent en tailleur dans la chambre au fond du mégalithe. Les deux prêtresses rentrèrent sans dire mot. Cet exercice méditatif portait à l'introspection et au silence. L'esprit des prêtresses, femmes sacrées, nous sommes ici, nous avons repris le chemin, nous avons rallumé le feu, que votre lumière, votre amour rejaillisse sur nous. Montrez-moi le chemin. Guidez mes pas et mon âme. Guidez mes yeux et mon cœur. Annick vient souvent ici, de nuit, accompagnée de son groupe de druidesses. Ces femmes se réunissent pour célébrer les prêtresses de l'île de Saint et tenter de se connecter avec le passé. Nous, femmes, druidesses, nous avons besoin aussi de nous relier aux femmes qui étaient prêtresses à cette époque-là, parce qu'elles ont des choses à nous apprendre. La recherche de lien avec le passé est ce qui anime le plus Annick. Elle visite les lieux celtiques les plus emblématiques de Bretagne, entre imaginaire et réalité. Toutes ces gravures en écusson sont des représentations de la déesse mère.
C'est presque un utérus à l'intérieur de la terre, où on revient puiser ses forces, se guérir. Elle est là, hein, la mémoire de nos anciens. Elle est là gravée dans la roche. Et donc à nous d'aller la chercher, de nous mettre en harmonie avec eux. Ce cheminement m'a porté vers un regard différent, bien sûr, sur beaucoup de choses. En un mot, je me suis révélée, voilà, oui, je me suis révélée. L'âme fait un bout de chemin, part dans un autre plan, puis revient. Et du coup, c'est l'idée de se dire « Ah, mais aujourd'hui, on est le résultat des vies d'avant, mais on démarre celle d'après. Donc, les ingrédients qu'on met là vont servir pour celle d'après. » C'est plus intéressant de mettre des belles valeurs, parce que ça va vers une ouverture d'esprit, ça va vers un accomplissement. L'idée, c'est d'être conscient de ça, d'être plus clair et plus honnête avec soi-même, et du coup, forcément, avec l'environnement, quoi. J'ai parcouru un chemin qui m'a totalement transformé petit à petit par rapport à ce que j'étais dans les années 80. Par rapport aux jeunes cadres dynamiques, colériques, pas toujours tolérants, moqueurs souvent. C'est vraiment une formation personnelle, comme peut l'être la religion catholique pour certains, le bouddhisme pour d'autres. Ce que j'appelle le spirituel, c'est pas forcément un dieu inaccessible là dans un petit nuage ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment d'être soi-même dans j'allais dire ce paradis terrestre qui est l'instant présent, d'être là, quoi.
Philippe, dans une dernière étape, a décidé de me conduire sur le mont Beuvray, en Bourgogne, où était implantée la cité de Bibracte, la capitale du peuple celte des Éduins, un lieu abandonné par ce peuple suite à la conquête romaine. Quand je me promène dans Bibracte, c'est un peu un double sentiment en fait, à la fois admiratif et de tristesse. Ça a été quand même un lieu sur lequel, pendant des centaines et des centaines d'années, des gens ont vécu en paix. Et puis en même temps, une grande tristesse de se dire que finalement, en rien de temps, tout a été balayé par l'histoire, la conquête romaine, les guerres et l'aigle impérial de Rome profilait déjà ses sombres ailes sur la Gaule. Donc après, c'était... le temps était compté. Depuis ce voyage en compagnie de Jean-Jacques, d'Annick et de Philippe, je pars régulièrement marcher seul, dans la nature, pour sentir et ressentir les éléments. Mais suis-je vraiment seul d'ailleurs? N'y a-t-il pas, ici ou là, des pierres, des arbres, des esprits qui m'observent, m'écoutent, me parlent? Qui sait? Je suis ici et maintenant. Je suis moi, là, ici et maintenant, face à cette immensité.